Ce qui frappe chez Jérémy, c'est son intensité et cette manière de convaincre les gens que ce qu'il dit, il va le faire coûte que coûte. C'est le fondateur de The Mobile First Company, une start-up de 18 mois qui vient d'annoncer un site de 12 millions d'euros pour un objectif ambitieux. Réinventer la suite bureautique des PME, mais penser mobile first et amplifié par l'IA. Mais avant d'en arriver là, Jérémy a d'abord grandi dans les Pyrénées, loin de la tech et avec une seule constante, la nécessité de faire différemment et de travailler 2 fois plus. Cette détermination qui l'a amené chez eFounders, puis chez Spendesk, puis à travers l'Afrique, jusqu'à Miami maintenant, où il construit aujourd'hui Mobile First Company. Avec nous, il raconte comment est née l'idée, leur premier produit Allo, déjà utilisé par plus de 5000 entreprises. On parle aussi des moments où tout a failli dérailler, le mauvais associé à racheter dès les débuts, le churn trop élevé, les pivots qui ont fait peur, qui ont fait mal, et surtout, ce qu'il a appris sur son rôle de CEO de phase 0 à 1. Un échange brut, rapide et sans filtre, à l'image de Jérémy. Bonne écoute. Salut Jérémy, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, c'est cool de t'avoir aujourd'hui. On arrive à se coordonner et le Enfin. faire sur spontanéité, c'était pas prévu. De Miami à Paris, c'est hyper sympa de prendre le temps. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je te propose pour commencer, peut-être, est-ce que déjà tu peux nous pitcher ta boîte de Mobile First ? Déjà un nom particulier, mais pitch-nous déjà, qu'est-ce que c'est ? Ouais, The Mobile First Company, on a 18 mois. Ouais. On vient d'annoncer un tour de 12 millions d'euros en seed. Et ce qu'on fait, c'est un concept assez simple, c'est de se dire il y a une suite bureautique qui est vieillissante. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par les petites et moyennes entreprises. Et on va les moderniser. Donc, on va construire 40 applications métiers à disposition des PME avec de l'IA, mais surtout avec un concept accessibilité. Donc, rendre les applis moins chères et rendre les applis plus faciles à utiliser. On a commencé par un premier produit qui s'appelle Allo, donc dans la téléphonie d'entreprise, qui était un sujet qui était vieillissant entre les iPhone 8 avec des cartes SIM et de l'autre côté des solutions plutôt pensées pour les call centers. On s'est dit qu'il y avait une opportunité de prendre ces belles technologies-là qu'on a utilisées dans nos boîtes hyper bien financées et de les rendre disponibles à des boîtes qui n'ont pas l'opportunité d'acheter ces solutions. Donc aujourd'hui, concrètement, ce qu'est Allo, c'est un numéro de téléphone pour toi ou tes équipes qui enregistre tous les appels, qui te permet d'envoyer des SMS en illimité. Et tous ces appels-là vont être assistés par l'IA. Donc, tu vas avoir la retranscription, tu vas avoir les notes qui sont faites par l'IA et on va mettre à jour ton outil métier. Donc, on est compatible avec tous les ERP et tous les CRM du marché. Donc, ce qui fait que tu finis ton appel, tu as l'opportunité qui est créée dans un spot, par exemple, ou dans Atio, avec toutes les infos du deal en question. Donc, on bosse avec à peu près 5000 boîtes. Donc, on a des petits paniers moyens et on a commencé en France et là, on est en train de tout migrer aux États-Unis pour aller capturer ce marché-là. C'est cool. J'ai déjà 1000 questions, mais je ne veux pas aller trop vite. Un des points que j'adore toujours aborder au début, c'est, avant de parler de la boîte, c'est parler un peu de l'entrepreneur et de comprendre c'est quoi son super pouvoir. Parce qu'il y a une conviction de se dire, pour créer les plus belles boîtes d'aujourd'hui, il faut un alignement entre l'opportunité et le super pouvoir du ou de la founder. Et toi, aujourd'hui, tu identifies quoi comme ton super pouvoir en tant que fondateur ? Je pense que ça va être la détermination et passion. Tu vois, c'est un peu les deux choses. Et ça a une conséquence de attirer des gens ou convaincre des gens. Tu vois, si on prend un peu la première fois qu'on a eu une discussion un peu longue, toi et moi, même si on s'est suivis avec Spendesk et Mention, c'est quand je t'ai pitché que j'allais partir faire le tour de l'Afrique et investir dans des boîtes africaines. Et tu vois, en regardant a posteriori, je pense que ce qui t'a convaincu d'investir avec nous en Afrique, c'est de se dire, en fait, ces gars-là, ils vont le faire, quoi. Et ça te paraît un peu une évidence. Et je me suis rendu compte que, je parle des choses que je suis persuadé que ça va se passer. Et de deux, je le fais de manière assez intense et extrême. Donc ça marche avec des investisseurs, soit pour investir en Afrique, soit pour lever 12 millions d'euros, tu vois, en seed. Et ça marche aussi pour attirer des talents. Donc ça a marché chez Spendesk où j'avais monté une équipe qui était assez folle et assez déterminée. Il y en a beaucoup qui sont devenus entrepreneurs. On en parle encore. Et pareil, tu vois, chez Mobile First, je pense que j'ai réussi, et on y reviendra, mais à convaincre des gens de sacrifier beaucoup de choses pour mon pari et ma thèse qui est un peu folle de faire cette suite de 40 applications. Donc je dirais c'est cette passion, détermination qui arrive à convaincre les gens de venir avec moi dans l'aventure. Franchement, je peux que aller dans ce sens-là. Mais maintenant, d'où ça vient ? Est-ce que ça a toujours été là chez Jérémy quand il était, je sais pas, quand il avait 10 ans, c'était déjà là, ou c'est quelque chose qui s'est révélé ensuite ? Et comment tu l'as travaillé ? J'ai toujours été une grande gueule. Tu vois, je pense si tu demandes à ma mère ou à mes profs ou autre, j'ai toujours été une grande gueule. Et j'ai toujours été un peu
aller faire les choses différemment. Je pense que moi, j'ai grandi quand même dans une des villes les plus pauvres de France, au milieu de la campagne. Donc, j'ai grandi quand même dans les Pyrénées ariégeoises, donc très peu de gens Ouais. à 1 heure de Toulouse. Et en fait, tu étais obligé de faire les choses différemment, sinon l'avenir n'était pas très glorieux. Tu vois un peu ce que je voulais dire? Ouais. Donc au début, c'était cette ambition de voyager. C'était moi, j'étais bloqué dans mes Pyrénées, et donc je me disais: «Mais putain, mais je veux voir le monde, quoi». Donc c'est ça qui m'a beaucoup bougé dans mes choix de stage, dans mes choix d'école, de parcourir un peu le monde. Ouais. Et après, ça a été de faire les choses différemment, quoi. Donc il y a très peu d'entrepreneurs qui viennent de la ruralité, quoi. Mais par contre, ceux qui viennent, ils sont beaucoup plus déterminés que les autres. Ouais. Et je pense que j'incarne un peu ce côté-là, de grande gueule, qui dit qu'il va faire les choses différemment que des autres et qui est obligé de travailler 2 fois plus dur pour prouver que c'était pas une grande gueule et que c'était réel, quoi. Donc Ouais. je pense que j'essaye de me prouver à moi-même toutes les conneries que j'ai dit à ma mère quand j'étais viré de l'école, ouais, tu vois, ou toutes les choses J'adore. où toujours je pense que j'ai une grande gueule, mais j'essaye de faire que ça soit pas une grande gueule et que ça soit la réalité. Ouais. Et c'est pour ça qu'on partage aussi beaucoup, tu vois, sur les réseaux ou autres, en se disant, Ouais, bah, très. c'est pas juste une grande gueule, c'est on se prouve à nous-mêmes qu'on va le faire. Ouais. Et donc c'est un peu ce double côté, le fait de vouloir faire les choses différemment, plus fort, plus rapidement que les autres, Ouais. et derrière un peu être capturé, une fois que je l'ai dit, bah, il faut le faire, quoi. Ouais, c'est clair. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et attends, et juste parce que tu partages ça sur un peu d'où tu viens, parce que je pense que tu as un autre un peu pouvoir secret, c'est ce niveau d'ambition. Moi, je trouve que quand on parle, on a toujours l'impression qu'il y a un filtre supplémentaire au niveau de l'ambition qui est multiplié. Mais d'où vient, sachant qu'en plus, tu viens, entre guillemets, de loin, où il n'y a peut-être pas ce niveau-là dès le départ, d'où vient ce niveau d'ambition qui a été décuplé? Ouais, je pense que c'est à la fois un moteur et un piège, hein, parce que tu es Ouais. jamais satisfait. Je pense que chez Exa, vous êtes aussi un exemple, parce qu'il y Ouais. en a des gars qui ont des comptes bancaires bien Ouais. remplis et qui se font chier à faire des prototypes sur Figma, hein. Exactement. Ceux qui connaissent pas, mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est assez curieux. Moi, ce que j'ai réussi à retracer, c'est un peu le manque d'ambition générale autour de moi. Ok. En fait, j'ai grandi dans une famille de super employés. C'est des gens qui se levaient tôt le matin et qui finissaient tard le soir, qui ont fait le même job, qui n'ont pas demandé une augmentation. Tu vois, mes parents, ils n'ont pas demandé une augmentation pendant 10 ans, en fait, ou 20 ans. Et donc, en fait, j'ai vu l'impact négatif de ces très gros travailleurs qui n'ont jamais eu la récompense de leur succès. Ouais. Donc, je voyais ma mère faire le même job pendant 40 ans, mon père faire le même job pendant 40 ans, travailler énormément. J'étais toujours le dernier Ouais. à récupérer à l'école, tu vois, à la garderie. Et en fait, mes parents ne gagnaient pas très bien leur vie, quoi. Mais ils avaient un sérieux au taf, mais pas d'ambition, en fait. Et quand je revois la carrière de mes parents, si tu leur rajoutais 10% de ce qu'ils m'ont donné, en fait, inconsciemment, on Ouais. aurait eu une vie différente, quoi. Donc ça, c'était un peu le regard, le fait d'avoir ces frustrations, même si j'ai toujours eu un toit au-dessus de chez moi. Ouais. Mais je voulais une maison plus grande, je voulais une piscine, je voulais une plus belle voiture. Toutes les moqueries un peu que j'ai eues, bah, je me suis dit, je vais avoir plus que les autres, quoi. Ok. Donc c'est ça, je pense, qui m'a déterminé dans cette adolescence de se dire, ben en fait, OK, ils ont des plus belles voitures, ils ont des plus belles maisons, j'aurais 10 fois mieux qu'eux, quoi. Ouais. Donc ça a été le premier truc. Le deuxième, en fait, c'est que tu te rends compte, c'est peut-être là où on se fait cancel le show, mais en fait, tu te rends compte que tout le monde est assez médiocre, tu vois, aujourd'hui. Et qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être le meilleur au monde pour réussir. Tu as juste besoin d'être moins pire Ouais. que les autres, en fait. Et en fait, du coup, dans ma carrière, ce que je me suis rendu compte, c'est tu te rends compte que le niveau est relativement bas et qu'en fait, si tu essayes de toujours faire mieux, ben, ça gagne à chaque fois, Ça quoi. marche. Et donc, du coup, quand tu commences à être un peu ambitieux, à viser, te dire, ben, je vais arriver sur Paris et je vais aller bosser chez eFounders parce que j'ai Ouais. regardé des vidéos sur YouTube et je trouve que c'est le meilleur job. J'étais le premier sans avoir de diplôme, tu vois, à rejoindre le programme Associate de eFounders. Et les premières journées où j'étais arrivé, j'étais imposteur, tu vois. Je pourrais raconter des anecdotes, mais Ouais. moi, je connaissais pas l'INSEAD, tu Ouais. vois. Ok. Et donc, il y a Nicolas Marché qui aujourd'hui. Et en fait, il me dit non, mais il parle de l'INSEAD et tout. Et je dis, mais c'est quoi l'INSEAD? Et il se fout de ma gueule, tu vois, ouvertement. Il fait une blague avec Amaury, tu vois. Et ce qui était drôle, mais c'est ce qui m'a mûri, c'est de te dire, putain, en fait, je viens pas d'ici. Ouais. Je suis un imposteur, quoi. Et donc, une des choses que j'ai faites, c'est de me dire, bah, je vais devenir plus expert et je vais travailler plus, quoi. Et donc, moi, vraiment, quand je suis arrivé dans ce sous-sol, l'ancien bureau d'eFounders, putain, il y avait les autres associés claque, quoi. C'était polytechnicien, la moitié de Spanès, c'était des polytechniciens. Maëlys, elle avait fait ESSEC. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Je faisais une faute d'orthographe sur deux quand j'écrivais un email ou quand je mettais un message sur Slack. Ouais. Je me suis dit, il y a un fossé, quoi. Et donc, je pense que c'est là où je me suis dit, OK, ben là, la barre, elle est là. J'ai réussi à bien m'intégrer, j'ai réussi à performer, j'ai réussi à délivrer. Et donc, en fait, après, c'est assez addictif. Tu te dis, bah, OK, what next, what Ouais. next?
Donc aujourd'hui, c'est le fait de redéménager aux US, de Ouais. se dire, bah, j'ai une vie confortable à Paris, tout le monde me connaît, Ouais. je peux avoir accès à n'importe qui assez directement. Ouais. Bon, ok, repars dans une ville où t'es personne Mais et repars de zéro, quoi. ouais, et tu touches un point, et on va revenir sur la boîte que tu es en train de créer, mais c'est vrai que tu t'es créé une visibilité dans l'écosystème parisien qui est hyper forte. C'est quelque chose que tu as fait de façon consciente ou inconsciente. J'ai eu 2 étapes. Ouais. On a eu la partie inconsciente où tu as connu Spendesk de l'intérieur, tu vois. Ouais. On faisait tout pour Spendesk. Ouais. Personne n'avait un ego, personne postait pour qu'il ait un meilleur job. On était all-in dans cette boîte. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte très tôt que LinkedIn, ça nous générait du business. Ouais. Donc, si on reprend Spendesk, un outil quand même qui était dur à vendre, il Oui. fallait convaincre les gens de venir à nous, il fallait les convaincre de payer, il fallait se battre pour avoir les clients. Et donc, on a utilisé LinkedIn comme un des plus gros leviers. Je pense que le 0 à 10, c'est grâce à LinkedIn. Ok. Soit en scrapant la donnée, en call-callant les gens, tu vois, soit en postant et en envoyant des messages. Mais on était les premiers à investir dans LinkedIn Sales Navigator sur toutes les équipes commerciales. Et on regardait le SSI de nos sales à la semaine. Et limite, on le prenait en compte dans le variable des sales. Ok. Donc, tu vois, dès Spendesk, LinkedIn, ça nous ouvre des portes, quoi. J'ai eu le post Spendesk. Non, on a eu entre Spendesk, on s'est rendu compte que ça nous permettait de recruter des gens aussi. C'est qu'on avait levé beaucoup d'argent, on avait genre 70 postes ouverts, on n'avait pas de DRH chez Spendesk, on n'avait pas de talent acquisition. Donc c'était les mecs qui faisaient tout chez Spendesk, on se démerdait. Et on se disait, bah ok, en fait, si on poste, ça va nous ramener des gens qui vont être intéressés et tout ça. On a eu un peu cette traumatisme où on n'a pas eu de dev pendant genre peut-être 6 mois de Spendesk. Il y avait 3 devs, Guigui qui était le CTO, qui codaient matin, midi et soir. On était à poil de talent. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'aujourd'hui, Spendesk, c'est un beau logo ou autre. Les gens, ils allaient chez Alan, ils allaient chez Swile, ils allaient chez Payfit. Personne venait chez nous, quoi. Et donc, on a eu un peu cette phase-là de se dire, bah, en même temps, on va se prouver à nous-mêmes qu'on n'est pas ridicule. Ouais. Et donc, on a voulu poster en ligne en disant, mais attendez, on roule sur Payfit, on roule sur Alan, on roule sur Swile, un peu combatif. Mais c'était de se dire, bah, les gars, on fait des bonnes choses, notre revenu, il est là, Index Venture investir à la boîte. On a eu ce besoin d'extra communiquer, aussi parce que notre fondateur était absent de la communication. Il était ultra présent, tu vois, Rod, en interne, il avait des skills qui étaient très différents, mais il s'en foutait de ça. Donc en fait, on avait besoin, là où les autres fondateurs étaient vachement visibles, on avait besoin de prendre la parole un peu, nous, en tant que premier employé et associé. Et c'est là que tu as un peu découvert la force, et après tu l'as repris pour toi. Et c'est là, tu vois, et c'est là. Et en fait, moi, je suis parti un peu dans cette phase de transition post-Spendesk avant Mobile First. Je savais pas du tout quoi faire. Moi, ça m'a un peu... Tu vois, on m'a coupé la tête un peu chez Spendesk parce que les US ont raté pour diverses raisons. Et on m'a dit rentre à Paris. Je me suis dit, bah, je ne veux pas rentrer à Paris. J'ai vécu tellement la liberté aux US de relancer Spendesk de zéro. Je ne peux pas rentrer dans le corpo, dans nos gros bureaux de 6 étages sur un job qui n'était pas le mien, quoi. J'avais 24 piges, tu vois, donc c'était quelque chose de différent. Et donc, je me suis un peu précipité sur le dehors. Et les journées sont longues. Hein. Les journées sont longues. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de freelance à tous les gens qui m'ont contacté. Et je vais poster sur LinkedIn parce que chez Spendesk, on envoyait un email tous les dimanches. C'était un peu la culture, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de boîtes. Tous les dimanches, j'envoyais un email, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, et tous les leaders faisaient ça. Et ça me manquait. Donc j'ai lancé une newsletter perso où les potes, en disant, bah, vas-y, je vais juste documenter parce que j'ai ce besoin, tu vois, de partager. Pareil sur... Qu'est-ce que je vais faire après Spendesk? Ça me rassurait de poster sur LinkedIn et de voir des likes, tu vois, inconsciemment. Ça me disait, je suis pas complètement perdu dans ma vie, tu vois. Le fait de voyager, ok, il y a des gens qui sont intéressés par le bosser en remote. Le fait de se lancer en freelance et de facturer, ça intéresse des gens. Le fait d'investir dans des boîtes, ben, ça commence à intéresser. Et en fait, j'ai vu que ça a eu un gros switch, que tout ce que j'ai fait, LinkedIn m'a permis de le faire plus vite et mieux. En fait. Donc, investir dans des boîtes, quand je regarde a posteriori, j'ai claqué des deals exceptionnels. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans ces deals-là, mais il y avait un peu cette hype où les gens me connaissaient. Et encore aujourd'hui, tu vois, Mobile First, maintenant, c'est mon équipe qui me dit, vas-y, poste, un peu m'oblige. Parce qu'en fait, ça génère, c'est du free marketing, globalement. Ça me prend peut-être 1 à 2 heures par semaine. Et globalement, ça nous génère peut-être des centaines de clients par mois. 2, aujourd'hui, quand je contacte quelqu'un, les gens me répondent inconsciemment, parce qu'ils voient que je suis actif, parce qu'ils voient que j'ai des followers. Mais tu vois, je suis arrivé dans une ville... Comme Miami, il y a des gens qui étaient inatteignables. Je suis persuadé que si j'avais pas une belle photo de profil et un profil un peu vide, ils n'auraient pas répondu parce que personne ne connaît Spendesk, personne ne me connaît, tu vois, à l'étranger. Mais ils se disent, ok, ce gars-là, il poste. Les Américains, ils sont assez reconnaissants de ce côté de hustler, tu vois. Ils disent, ok, il poste, il est assez suivi, j'ai des relations en commun. Bah, ça t'ouvre un peu des portes. C'est clair. Et en tant que fondateur, ça t'oblige à comprendre la distribution,
Tu vois, en fait, parce que tu comprends le contenu. Nous, on investit beaucoup dans le contenu aujourd'hui. J'ai essayé de lancer une chaîne YouTube qui a floppé à 3000 abonnés, mais tu vois, j'ai tapé ces murs-là, j'ai investi dans du matos, j'ai investi dans les ressources. Ça n'a pas marché, mais je sais pourquoi ça n'a pas marché, ça me met beaucoup plus proche du contenu. Et je trouve que les fondateurs qui investissent dans leur marque personnelle, ça te permet en fait de déjà légitimiser, quand tu vas challenger ton CMO, quand tu vas challenger ton Head of Sales, de leur dire, non mais écoutez les gars, en fait, moi, avec 1 heure par semaine, j'arrive à le faire. Pourquoi vous n'y arrivez pas avec le budget qu'on a, quoi. Donc c'est un peu ça le... Je suis un grand adepte de ça et je pense que tu le représentes super bien. Être visible, te créer une légitimité externe, mais aussi interne, comme tu le mentionnes, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour ne pas utiliser les réseaux qui sont là pour le faire. Non, il y a tellement de réseaux en plus. Donc il y a, tu vois, tu as choisi la vidéo, le podcast. Je pense que tu kiffes faire ces moments-là. Tu vois, là, il est 8h, on enregistre un mardi soir. Tu as d'autres choses à faire et tu te dis, tu vois, vas-y, on le fait. Et je pense qu'il y a tellement d'exemples aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin de prouver que le contenu. Je pense qu'il faut juste vous poser la question et faire un truc qui vous fait kiffer. Moi, je trouve ça... En fait, tous mes posts LinkedIn, c'est des Apple Notes. J'ai toutes mes notes que j'écris tout le temps. Et je me dis, vas-y, qu'est-ce que je peux recycler en post, quoi. C'est cool. Quoi ça quand c'est des succès, quoi ça quand c'est des conneries, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est essayer de redire, OK, ben, qu'est-ce que je poste. Je suis désolé, je t'emmène sur le prochain sujet, mais je veux pas qu'on le loupe. C'est quand même sur donc, ta boîte que tu as créée. Tu disais il y a plus ou moins 18 mois de Mobile First Company. Juste pour nous ramener un peu dedans, d'où vient l'idée au début et comment tu l'as testée? Je pense que c'est dans les 5 premières personnes que j'ai pitché sur Mobile First. Cool. Quand tu as investi, tu étais au tout début, tu vois. Je suis tombé amoureux d'une boîte qui était Odoo, qui est des compatriotes à toi. Et il a commencé à faire pas mal de podcasts. Il a commencé à un peu ouvrir qu'était Odoo. Pour la petite anecdote, le premier client que j'ai signé chez Spendesk, il utilisait OpenERP. Donc j'ai été le premier à connecter Spendesk à OpenERP, qui est l'ancien Odoo. Donc en fait, l'histoire était là, ça s'appelait Bernard, c'était une boîte à Toulouse, et j'étais encore stagiaire, et c'est le premier gars que j'ai closé. Et on devait faire une intégration Spendesk OpenERP. Donc c'était le premier truc que j'ai fait de ma vente. Tu vois, donc ça remonte sur une histoire qui est assez longue. Pourquoi j'ai adoré Odoo? Parce que je me suis dit, je suis allé en Afrique, au Kenya, sorti de l'aéroport, il y avait des pubs Odoo. En fait, et tu étais à Paris, il y avait des grosses boîtes qui parlaient d'Odoo. Donc, il y avait un peu ce côté global, mondial. Le deuxième, c'est qu'en fait, je me suis dit, ça m'a un peu épuisé les notes de frais. 7 ans à bosser sur des notes de frais. Je trouve que intellectuellement, tu tournes en rond assez vite et tu tournes un peu en rond. Donc, je voulais pas me faire enfermer dans un monoproduit. Je voulais avoir une thèse. Et en fait, Odoo, je suis persuadé que les équipes, elles changent. Le mec, il en a marre de Odoo, de l'inventaire, il va passer sur le site en ligne. Sur une autre brique produit. Sur une autre brique produit. En fait, tu peux naviguer en interne. Et comme ma première boîte, je suis resté quand même 6 ans sur mon stage qui a duré 6 ans, ben, je me suis dit, il faut que j'ai une boîte où je puisse naviguer, tester plein de choses. Tu le vois, j'aime bien changer de sujet. Donc je me suis dit, si je m'enferme sur un produit, je vais être très short-termiste. Donc je voulais avoir un boulevard en me disant, tous les 2 mois, je peux lancer une boîte en fait en interne. Et je voulais pas faire un startup studio ou d'autres aspects. Je voulais faire une suite de logiciels. Donc ça, c'était un peu le premier aspect. Le deuxième, c'est j'étais dans les premiers, je pense, à tester ChatGPT comme nous, quoi. Donc t'es post-ChatGPT. Ouais, juste après. Post-ChatGPT et post-mobile de ChatGPT. Où c'est donc à la base, Mobile First, c'était le trafic est sur le mobile. Si on arrive à acquérir les gars sur le mobile, ça va coûter moins cher en acquisition que tous les SaaS aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir faire du software qui est beaucoup moins cher. Donc, le Play Mobile First Company, ça a été pensé de se dire qu'aujourd'hui, le buyer, il consommait du contenu et pour le taper niveau publicité ou contenu organique, ça allait être sur les mobiles. Et donc, il fallait le convertir sur le mobile. Donc, l'idée, c'était comment on fait un Odoo de 2025 avec le mobile. Entre-temps, tu as ChatGPT qui arrive. Et là, je me dis, moi, j'ai pris une claque, mais le monde entier a pris une claque. Parce qu'on a testé un truc sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Tous nos gens, tu vois, chaque personne, tu leur demandes pourquoi ils ont testé ChatGPT. Chacun avait une idée différente. Ils sont arrivés sur cette page, qui était assez bête et méchante à utiliser. Ils ont testé, ils ont pris un effet claque, et après, ils l'ont adopté et ils l'utilisent au taf. Et ils mettent leur carte perso pour l'utiliser dans leur taf, en fait. Et là, je me suis dit, ça va changer beaucoup de choses. Parce que, le price point de ChatGPT, c'est 20 €. Donc, la licence du SaaS, aujourd'hui, elle est bien au-dessus de 20 €. Donc, le marché va se diminuer. Les prix vont tirer vers le bas sur le software. De 2, tu n'as pas besoin de parler à un commercial. Tu n'as pas besoin de regarder un tuto pour savoir l'utiliser. Et 3, tu l'utilises où tu veux. Donc, sur mobile, sur ordi, demain sur device.
Et là, je me suis dit, le software va prendre une sacrée claque et il y a une énorme opportunité de reconstruire la stack bureautique avec cet ADN consumer, parce qu'en fait, Ouais. ChatGPT, c'est du consumer, avec ces prix qui sont plus proches du consumer, qui te permet en fait d'avoir des décisions qui sont impulsives. Tu vois, Ouais. acheter un software, ça va devenir, je mets ma carte et je teste. Tu vois, aujourd'hui, quand tu mets sur Lovable, tu te fais avoir. Tu dis, vas-y, Ouais. je teste, je mets ma carte. Ça marche pas, c'est un autre problème. Mais tu as ce côté où tu n'as pas besoin de rassurer des gens. Un peu Ok. traumatisé de Spendesk où on devait se battre à éduquer le marché, on devait se battre. Je me suis dit, on va faire du replacement et on va surfer sur cette tendance Ok. de consumer software pour aller équiper dans le monde Ok. entier, quoi. Génial. Et donc, allez, concrètement, tu as cette idée-là, tu as cette vision, tu vois, que tu partages avec cet enthousiasme, on se le disait au début, qui est top. Comment tu le testes au début? Comment tu te dis, ouais, est-ce que je suis sur le bon sujet? Est-ce que j'y mets les 15 prochaines années de ma vie, tu vois? Ouais, donc moi je faisais beaucoup de freelance. Je me Ouais. suis dit, j'arrête de faire du freelance. Ok. Donc je me mets j'arrête de facturer et d'avoir 100% focus. le prochain ligne de revenu en vert dans mon Ouais. compte bancaire, ça sera le revenu de ma boîte. Ok. Donc il faut que je crée la boîte. Ok. Première étape, c'est de me dire, il faut que je lève des fonds parce que c'est ce que je sais faire. Ok. Mais ça me permettait aussi de valider en me disant, qu'est-ce que je fais si j'appelle des mecs comme Matt, si Ouais. j'appelle des mecs comme Arthur de Peigné, Ouais. si j'appelle des mecs comme JB, tu vois, tous les gros entrepreneurs de ma space, SaaS et mobile, je vais leur pitcher l'idée. Et normalement, ils vont tous me dire non ou ils vont tous m'envoyer Ouais. valser. Ouais. En fait, ils ont tous dit oui, quoi. Donc, vous avez quand même relativement dit oui, assez J'adore. rapidement, J'adore. sans trop me challenger sur l'équipe, Ouais. sans trop me challenger sur le produit ou autre. Ouais. Certains m'ont un peu détruit sur des aspects, mais je me suis retrouvé à me dire, je vais faire un petit tour Friends and Family avec Ouais. 30 business angels. Je vais prendre les mecs les plus knowledgeable de mon sujet. Et normalement, les mecs du SaaS, je pense qu'ils vont me suivre parce que c'est un play, Kudak. Ouais. Les mecs du mobile, ils vont m'envoyer valser. Ouais. Et les mecs du mobile ont tous Tu les investi, as eu, quoi. quoi. Donc, et là, je me suis dit, OK, donc là, j'ai 500 000 euros de commitment, de safe. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, maintenant, on passe à l'étape 2, c'est aller recruter la core team. Ok. Donc, au moins, j'ai 500 000 euros, je pourrais au moins les payer et les convaincre. Ouais. Ça paraît officiel. Je vais aller contacter. Donc, j'ai appelé 3 personnes. Un que je lui ai dit, ben, deviens mon cofondateur. Trouve un développeur Attends, et juste trouve un pour mec être en sûr, Go. juste pour être sûr. Là, pour l'instant, il n'y a pas de produit. Ah, il n'y a pas de produit. Il Y y a a une pas de Notion qui s'appelle sorry.odoo que tu avais reçu. J'ai été revoir, mais il n'existe plus l'URL. Ah, peut-être que l'URL Ah n'existe ouais, plus. c'est drôle, j'ai été revoir. Mais je te le renverrai, on pourra le mettre. Mais ouais, c'était une thèse Ouais, c'était génial. qui Génial. est beaucoup plus mature aujourd'hui qu'à Génial. l'époque. Mais c'était ce côté-là. Et je voulais pas construire de produit moi-même. Parce que ce que j'avais vu en tant que business angel, Ouais. ça te change pas la valo, ça te change pas les Non. investisseurs. C'est pas ça qui va rassurer, en fait. Non. Ça va pas rassurer et ça va pas convaincre des employés. Et moi, je voulais lever tout l'argent d'un coup. Et je voulais monter mon équipe d'un coup Ok. pour en fait avoir du temps pour vraiment focus sur le produit. Ok. C'était quelque chose que j'avais vu chez eFounders. Ouais. C'est qu'en fait, si tu dois build et recruter en même temps et lever des fonds, tu te retrouves à 3 métiers. Donc, Ouais. on a fait ces 500 000 euros qu'on a utilisés pour lever 3 millions Ouais. avec Lightspeed, qui n'était Ouais. pas prévu. On voulait 2 et on a fini à 3. Et donc là, j'avais tout l'argent que j'avais besoin. Et après, j'ai été chercher cette équipe de mecs qui sont là depuis 2 ans, quoi. Ok, Donc, génial. et après, on s'est mis en se disant, on a commencé, vous nous avez prêté les Ouais. bureaux ici, Ouais. tout le monde est arrivé ici, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quel produit on lance en premier? Et donc, on a passé les 2 premières semaines de la boîte en full time à quelle idée on lance, quoi. Ok. Et on a lancé une première idée qui n'était pas la bonne, qui était dans la gestion des stocks et l'inventaire. Ah oui, je me souviens. Ouais, c'était Et après, on a pivoté sur le répondeur IA, Ok. qui a fini sur de la téléphonie. Répondeur IA, si on zoome là-dessus, comment vous l'avez testé? En fait, on avait vu une démo passer, c'était Retail, je pense, Ah ouais, je de vois. YC. On Quand pouvait ils sont rentrés tester, à YC, sur- tu ouais, pouvais je me passer, souviens. tu pouvais réserver un docteur. Ouais. Et on s'est dit, ça, c'est une dinguerie. On bossait sur l'inventaire, Ouais. qui était chiant, ennuyeux, complexe, mais qui marchait. On avait 10 000 monthly active users, tu vois, il y avait du monde. Ça fait encore 10 000 de revenus aujourd'hui, full organique et tout. Mais derrière, on s'est dit, putain, là, il y a des technos qui arrivent, qui sont un peu plus sexy, qui étaient le Ouais. piège. Et en fait, on a un mec de la téléphonie, enfin un mec de l'inventaire, Ouais. qui nous a mis sur ça. Il nous a dit qu'il payait des gars en Allemagne pour répondre le soir et week-end et que ça lui coûtait 1 000 euros par mois. Et il nous a envoyé les MP3 des audios. Et on a écouté des humains à 2 h du matin en Allemagne répondre en français à un mec qui avait des termites, c'était un dératiseur, qui avait des termites de lit chez lui, donc qui était en panique complet, leur dire bah écoutez, demain c'est férié, donc peut-être qu'on pourra vous envoyer la propale le 9, quoi. Et là, on s'est dit, mais là, l'IA peut faire un gros coup, quoi. Ok. Long story, comme beaucoup de boîtes de YC Ouais. qui l'ont fait, ça sert à rien de lancer un produit pour répondre aux appels manqués. L'IA, c'est pas là le cœur du problème. Ouais. Les gens sont pas prêts à payer pour ça, Oui. notamment sur le petit marché. Je pense que sur l'enterprise, il y a des opportunités. Vous avez essayé de le faire, je suis Ouais. curieux pourquoi vous avez arrêté aussi. Mais je pense que le répondre au téléphone par l'IA, c'était pas le bon produit.
Par contre, toute la technologie qu'on a développée, parce qu'en fait, on répondait au téléphone en utilisant du conversational AI avec Oui. des technos à la con qui a pas les mêmes voice-to-voice modèles qu'on a aujourd'hui, hein. Ok. Donc, il y a eu un Ça, vrai gap en ouais. 18 mois. On avait la transcription et on avait le résumé. Ok. Et donc, en fait, le fondateur, il ouvrait son appli qui était une sorte d'appel manqué, sauf qu'il avait tout le contexte sur qui appeler et pourquoi. Ok. Et en fait, on s'est dit, putain, mais si on garde ça, mais qu'on fait répondre les gars, Oui. qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on a commencé à laisser les gars répondre au téléphone parce qu'ils se frustraient que l'IA était nulle au téléphone. Vas-y, réponds. Oui. Et là, en fait, on se voyait que les gens répondaient et ils étaient accros au côté qu'ils faisaient un appel de 30 minutes. Ouais. À la fin, ils avaient Convaincre. tout ce qu'ils avaient fait sur Ouais. l'appel. Ouais. Première pivot, passer d'un phone system AI answering, un chat GPT wrapper, en fait, Ouais. à une plateforme où tu peux recevoir des appels. À la base, tu faisais que l'inbound. Après, on a fait émettre des appels. Ouais. Et après, on s'est rendu compte que la donnée, elle était bien dans Halo, mais il fallait la pousser dans les autres outils. Oui. Il fallait se connecter. Et là, on a fait les intégrations avec les ERP et les CRM. Deuxième relais de croissance. Ok. Et le troisième relais de croissance, c'est quand tu pouvais inviter ton équipe. Parce qu'en fait, toi, tu aimes bien enregistrer tes Ouais. appels, mais tu aimes encore mieux savoir ce que ton équipe fait, en fait. Et là, c'est là le dernier gros levier de croissance. Il nous en reste 2-3 hypothèses. Mais là, ça a été le dernier pivot où ça nous a amené sur des cohortes beaucoup plus saines, un churn beaucoup plus bas et un revenu qui s'empile parce que ce que tout le monde te dit mais qu'on ne réalise pas, c'est pour grossir le revenu, il ne faut pas de churn. Ah oui, oui. Et on avait 20% de churn, ce qui paraît pas nombreux par mois, mais en fait, tous les 5 mois, on devait remplacer notre base client. Ouais, parce que- Et tu peux dépenser plus, tu peux grossir. On avait du revenu, mais ce n'était pas du revenu sain. Fallait qu'on dépense tellement plus en marketing pour juste stacker du revenu. Ouais. Et donc, on a eu cette prise de conscience de dire, OK, si on focus, on arrête l'acquisition. Ouais. On faisait 50 000 de dépenses par mois, on faisait 1 million de vues en organique. Tu nous voyais partout à un moment. Et le gros revenu, on était 22e de l'App Store à un moment. Et le revenu, il grossissait pas. Ok. On a fait l'inverse, Ouais. moins de bruit, cohorte, prendre Ouais. des clients, choisir nos clients. Bon client. Et là, en fait, le revenu, avec moins de gens qui s'inscrivent, c'était tellement choquant à voir. Juste le revenu, il s'empilait. Ok, génial. D'un mois à l'autre, on faisait 10, 20, 30% de croissance month over month. Est-ce que c'était ça? Quand est-ce que tu t'es dit, OK, c'est la bonne, tu vois? OK, ça, c'est l'opportunité, on y va, on accélère, c'est parti. Je pense que ce qui est dangereux, Ouais. c'est quand tu es entrepreneur, tu es trop optimiste. Donc en fait, je me le dis tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, sur l'inventaire, Ah, c'était merde. absurde. Ah ouais? Mais je me le dis tout le temps. Et Donc tu en te fait, dis- ouais, putain. je suis toujours un optimiste en fait. Ouais. Donc à chaque fois sur la voice, je me dis ça y est, on l'est. Et donc en fait, c'est aussi quelque chose qui fatigue mes 100%. équipes. C'est que genre, t'inquiète, product market fit is here. Ouais. Tu vois. Je pense que tu revois les investor Ok. updates, c'est pas pour rassurer mes invests. Je suis en mode, je pense qu'on a le product market fit. Ok, Et je pense que ce qui prend 1 an, je pense que ça se fait en 1 mois. Mais en fait, non, ça prend 1 an. ouais, ouais, tu vois. c'est ça. Donc, à chaque fois de la boîte, chaque mois, dans le mois, c'est vraiment. Je peux passer de l'homme le plus enthousiaste parce que je finis un call client, Ouais. j'ai closé un gars, je me dis putain, boîte de ouf, tout coche. Le mec, il a pitché ce que j'ai pitché. Le lendemain, on a 4 bugs produits, on supprime les contacts d'un client. Je me dis putain, on doit pivoter, c'est une boîte de merde, on va mourir, je brûle trop de cash. Et en fait, c'est à l'échelle de la semaine ou c'est à l'échelle du mois. Hein. Ouais. Vraiment, je pense que le moment le plus Ouais. down que j'ai eu, c'était il y a peut-être 3 semaines. Tu vois, alors qu'on Ah avait ouais, la levée. alors que vous venez de faire la Ouais, mais levée parce que et tout. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et on ne te le dit pas et tu le vois pas et peut-être qu'on poste moins. Faut apprendre à gérer, quoi. Mais en fait, ouais, tu as toujours des moments où tu dis, mais ça te remet en question. Tu Ouais. vois, je brûle trop, j'ai des trop gros salaires, j'ai Ouais. trop de gens. Des fois, j'ai envie de virer tout le monde et repartir Ouais. de zéro. Ça m'arrive plusieurs Ouais. fois par trimestre. Hein. De dire ça. Quoi. Et aujourd'hui, ça va, je suis un peu accompagné et je me calme. Ouais, ouais. Mais je pense que l'entrepreneuriat t'apprend la patience. Et je pense pourquoi les mecs les plus brillants sont des entrepreneurs un peu avec des cheveux blancs et un peu gris. Parce qu'ils ont vécu tout ça puissance 10. Et donc, ils disent, C'est clair. reste calme, Ouais. mon fils. Vas-y, mollo dans les ups, respire, vas-y doucement dans les respire. downs. Donc voilà un peu, moi, Mais- Et attends, parce que justement, là, tu parles parfois des moments difficiles. Est-ce qu'il y a des moments spécifiquement difficiles qui t'ont marqué, tu vois, où tu as l'impression qu'il y avait 2 chemins, ou que c'était quasiment ce que j'appelle la near-death experience? Moi, je pense que je me suis dit que j'ai niqué ma boîte Ok. plusieurs fois. La première fois, c'est quand je me suis rendu compte que je m'étais associé à la mauvaise personne. Ah. Donc, le premier CTO, et je pense qu'on en avait parlé à ce moment-là, c'est en fait, j'avais l'impression, sans être arrogant, d'être le Kylian Mbappé. Je sortais de Spendesk, Ouais. j'étais le mec le plus sexy, Ouais. je lève des fonds comme ça, Ouais. je lance la boîte. Premier choix que j'ai à faire, c'est quand même choisir mon associé. Donc, j'ai quand même 3,5 millions en banque. Oui. J'ai pas mal de choix possibles devant moi, 40 CTO possibles. Je prends un mec, c'est le mauvais gars. Faut racheter son stock, j'ai pas mis de cliff. Là. Et là, tu te dis, donc là, premier truc que je fais en tant C'est que founder Kylian chef Mbappé qui se casse la jambe. d'entreprise,
C'est même pas, je mets un coup de tête au premier match, Ouais. tu vois. Et là, je me dis, mais je suis le roi des tocards, en fait, quoi. Donc là, je dois, appeler mon avocat pour lui dire que le mec génial que j'ai trouvé, que j'ai pas mis de cliff et tout ça, ben, comment on fait, en fait? Ouais. 2, je dois appeler les investisseurs que je leur ai survendu le gars Ouais. en leur disant, bah, en fait, c'est pas le bon gars. Et 3, je dois annoncer au gars que j'ai recruté qu'en fait, je vais virer le mec qui les a recrutés, quoi. Mhm. Je pense que je l'ai fait vite en regardant. J'ai mis Ouais. 3 mois. Ouais. Mais sauf qu'au bout d'1 mois, je savais que c'était pas le bon gars. Ok. J'ai mis un 2e mois à Ouais. demander à des gens s'ils étaient d'accord avec moi. Ouais. Et le 3e mois, c'était mon plan d'action pour le virer. Ok. Sauf que là, tu as quand même 30 jours où t'es pas fier de toi. Ah non, c'est T'es sûr. vraiment pas fier de toi. C'est dur. Et tu te dis peut-être que tu as niqué ta boîte. Et comme Ouais. tu n'as pas une vision et que tu penses que tu es dans ta bulle, et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent là-dessus et qui pensent que c'est eux le problème. Ouais. Malheureusement, et toi qui as vu beaucoup de boîtes se créer, Ouais. c'est toujours le plus gros problème. Le taux de faillite numéro 1 des boîtes, c'est quand même C'est ça. l'association. C'est ça. Mais on ne te le dit pas assez. Ouais. Et je pensais que c'était très grave. Ok. C'était pas très grave. Tu vois, aujourd'hui, la boîte a survécu. On a un meilleur CTO que ce qu'on avait avant. Ouais. Les investisseurs, ils n'ont pas perdu confiance. Au contraire, Ouais. tous les mecs que j'ai appelés, ils m'ont dit, je suis content que tu m'appelles aussitôt, aussi vite et que tu es prêt à appuyer sur le bouton. On a levé des fonds. Personne ne m'a parlé de l'ancien CTO. Il y a un journaliste sur la levée de fonds qui m'a nommé l'ancien gars, tu vois. Ok. Donc, en fait, ça va. C'était Ouais. une grosse connerie. Ça a coûté cher à la boîte parce Ouais. qu'on a dû racheter les actions. Ça. Ouais. Mais derrière, j'ai appris. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est un moment, où tu le fais. Après, moi, je suis un peu maso. Chaque fin de mois, je fais moi-même, tu vois, le burn report, dont je regarde toutes les transactions de la boîte. Ok. Je suis toujours déprimé. Donc je fais ça soit j'essaye de faire ça le lundi soir, comme ça la semaine essaye de me remettre. Ouais. Mais quand je regarde le burn Conver, Ah ouais, ça c'est. chaque fois tu te dis, mais est-ce que je fais le bon truc, quoi, en fait? Donc, et ça, c'est très dur. Je m'oblige à le faire chaque mois. Mais putain, des fois, tu te dis, et en plus, c'est toujours des petites dépenses, tu vois. Il y a pas de. On est une boîte qui est bien gérée. Ouais. Tu vois, on fait les bons choix. On n'a pas recruté 150 Ouais, personnes. vous êtes combien? On est 15. Ouais, ça va. Donc, tu vois, mais à chaque fois, tu te dis, mais putain, mais Ouais. il y a trop d'argent qui sort et pas assez qui rentre, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. C'est dur. Mais c'est le sport qu'on joue aussi. Ouais, c'est On est là, on a des investisseurs qui sont prêts à tout perdre. Par contre, ils veulent qu'on fasse un truc exceptionnel. Ouais, c'est sûr. Demain, si je dis on arrête, on vend la boîte, on la vend 30 millions, Ouais. les mecs, ils Non, vont me non. dire que je suis une merde, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, c'est pas ce qu'ils veulent. Et donc, c'est un autre Parce que- sport. Donc, mais c'est dur à la Ouais. fin du mois, quand tu regardes ton burn, chaque mois, des fois, tu te dis, Ouais, c'est pas un moment plaisant. le billboard à Miami, là, 2500, est-ce que Ah ça oui, on valait l'a le vu, coup? on Ça l'a valait vu. pas le coup, quoi. Tu vois, des trucs comme ça, 1500? 2500 Ça va. sur 15 jours, ouais. Ça va, non? Au moins, on en avait 3. Toujours trop d'ambition. On en avait 3, mais. On en fait toujours Mais ouais, trop, quoi. non, mais ça va. Ouais. Tu vois, c'est pareil, mais c'est quand même, tu te dis, c'est 7 000 $. Ouais, ouais. Et c'est peut-être l'ancien pauvre ou le pauvre que je suis Ouais. actuel, de se dire, putain, est-ce qu'on n'aurait pas fait de choses différentes? Et je Ouais. pense qu'en tant que fondateur, tu peux pas avoir tout bon, tu peux pas avoir Ouais. tout mauvais, mais tu es toujours dans cet éternel débat de se dire, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait pas le faire, Ouais. quoi. Et attends, et donc si on revient sur là un peu où est-ce que vous en êtes et votre positionnement, est-ce que tu penses que vous avez déjà, entre guillemets, craqué quelque chose, que soit dans le produit, proposition de valeur, distribution, l'expansion géographique? Qu'est-ce qui vous rend un peu unique dans le play que vous êtes en train de faire? Je suis beaucoup plus confiant Ouais. depuis que j'ai recruté un sales. Donc avant, on était full PLG. Donc les gens Ok. s'inscrivaient sur le produit et moi, Ouais. j'appelais tout le monde et on rassurait les gens, on vendait. Ouais. Depuis que j'ai un sales, où lui, ce qu'on traque, c'est le nombre de propals qu'il envoie et Ouais. le nombre de propals qui sont signés. Ouais. Et en fait, on a 46% de propals qui sont signés. Donc j'ai un taux de closing de mes sales de Ouais. 46%. Ouais. Et donc ça me rassure parce que du coup, je me dis, j'ai déjà vu ces chiffres-là dans d'autres boîtes ou autres, je me dis, là, on gagne des deals. Mhm. Quand tu es PLG, tu vois que le négatif, tu vois que Ouais. ton taux de drop, tu vois que ton churn, tu vois que ton truc. Dès que tu commences à avoir des sales, en fait, tu dis putain, on gagne. En fait. Donc là, ça devient concret, tu sais contre qui tu gagnes, pourquoi tu gagnes. Et donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus concret, quoi. Ouais, qui est Donc là, tangible. j'ai vachement. Adrien, il a commencé à bosser pour nous, tu vois, cet été. Là, on a MJ qui est la première sales full-time embauchée de la boîte parce qu'Adrien, il est en part-time. MJ, elle arrive aux US. Là, je me dis, OK, j'ai un peu, c'est peut-être mes réflexes de Spanesk, mais j'ai mon CRM Ouais. et je vois qu'on gagne et pourquoi on gagne. Le deuxième, on a gagné des gros deals face à des gros concurrents. Ok. Des boîtes qui utilisaient, tu imagines, Morning Coworking, ça faisait 10 Ah ans ouais, qu'ils très étaient bien. chez Ringover. Oh! Les mecs nous appellent, ils disent on arrête Spot, on passe chez Atio Ok. et on veut passer chez vous sur la téléphonie, quoi. Ok. Je dis mais Cool. 10 ans les gars. Ah ouais. Et genre mais on fait quoi de mieux genre, donc tu as un peu ce deuxième là. Après moi je fais beaucoup de call clients, hein. Je fais encore Ouais. entre 5 à 10 onboarding par jour Ok. en fait.
Et ça te booste énormément. Parce que Ouais. tu vois des gars qui sortent de nulle part en face de toi. En plus, maintenant, c'est que des boîtes aux US ou au Canada. Je me dis, putain, le mec, il valide ce que je fais, quoi. Génial. Et je trouve que. Et tu vois, tu as été entrepreneur, tu as vu des boîtes arriver à un stade. Je pense que quand le CEO n'est plus proche des clients, Ouais, la c'est boîte vrai. change On et disparaît. les choix sont moins rapides, Ouais. la vision est moins claire. Ouais. Et donc, j'essaye de garder ça à l'extrême en me disant, je vais rester à gérer les clients le Ouais. plus possible, quoi. Toi, dans ton rôle, tu as quelqu'un en produit quand même dans ta team? Comment tu gères? Donc, quand on a levé les fonds, parce Ouais. que c'était le setup qu'on avait, on avait 2 gars en go-to-market, OK. un en organique et Ouais. un en payant. Ouais. Et on avait le reste product, tech, design. OK. Donc, on avait 4 développeurs, 3 back-end, 1 front-end, 2 designers et 1 product. OK. Et ça, c'est ce qui nous a amené à 1 million d'ARR et à lever ce tour de fonds, quoi. Et toi, quand même, j'imagine tu as une énorme appétence produit, mais ta marque de fabrique, c'est la GTM, quoi, c'est la distri. Ouais, mais j'adore le produit, en OK. fait. Je me suis fait pas mal accompagner parce que je pense que j'avais du mal à la fin de la semaine, j'avais l'impression de servir à rien, tu vois, OK. dans la boîte. Et j'avais du mal à où mettre mon énergie parce qu'en fait, en CEO, tu as tellement d'incendies autour de toi. Ouais. Tu as un petit seau d'eau, tu peux pas faire grand-chose. Même si je rajoutais, je finissais plus tard, je commençais plus tôt, j'arrivais pas à faire Ouais. plus, quoi. Et donc, je me suis fait accompagner et les EVC m'ont mis un leadership coach, qui est un OK. mec exceptionnel qui s'appelle Khalid, qui a coaché à l'heure, c'est mon salaire. C'est pas une blague. Donc, ça a été très dur, mais les VC m'ont dit si, fais-le. Je dis ok. Au moins, je vais pas m'augmenter, mais je vais avoir le meilleur coach du monde. Il a coaché Coinbase, PostHog. Ah oui, OK. Ouais, non, il a été le premier coach jusqu'à l'IPO et tout. Donc, c'est vraiment OK. monsieur. OK. Il est à San Francisco, il est égyptien d'origine. Il te screen pendant 2 heures avant de voir si oui ou non il bosse avec toi. Donc, j'avais attendu de lever des fonds pour me permettre d'avoir ça, quoi. Ouais. Et il m'a aidé vachement à me se dire, OK, c'est quoi mon job de CEO? Ouais. Et donc, je ferai un post LinkedIn sur ça, mais il m'a dit, c'est 5 piliers ton job. Le premier, c'est communication, interne, externe. Je faisais pas de communication interne. Ah ouais? J'écrivais pas des OK. roadmaps, j'écrivais pas des fiches de poste, j'écrivais pas des features moi-même. Je faisais pas du tout ce job-là d'interne, de juste infuser Ouais. ce que j'avais en tête, ce que je voyais des clients en interne. Donc ça, je le fais beaucoup plus. Deuxième, c'est product quality. C'est de se dire que tout ce qui sort du produit, je dois être sûr que c'est au niveau que je veux, en fait. Pareil, quand tu le vois, même dans les boîtes de services ou même dans les boîtes de software, hein, Ouais. c'est quand le fondateur lâche un peu le fait de... Ouais. Donc moi, je passe un temps Ouais. fou à défoncer le produit et à reposer sur tout ce qu'est le produit. OK. Troisième, c'est la distribution. C'est t'assurer que ce qu'on fait, c'est assez cohérent pour qu'on ait assez de volume qui arrive. Ouais. Quatrième, c'est hiring, firing. Donc globalement, je passe autant de temps à virer qu'autant de temps à recruter. Et c'est quelque chose qu'on a toujours bien fait dans la boîte. Et le dernier, c'est revenu. Donc revenu, c'est soit je lève des fonds, soit je deviens rentable. Ouais. Et donc en fait, tu balances un peu ce côté-là, comment je m'assure que mes marges soient saines et comment je m'assure qu'on lève des fonds. Ouais. Et donc maintenant, il m'oblige à l'écrire tous les lundis matins. Je réécris ces 5 piliers et je mets sur un papier sur mon bureau. Et comme ça, en fin de la semaine, j'essaye de voir et j'essaye de mon calendrier d'avoir des couleurs, tu vois, pour chacun, me dire, Ouais. OK, ça va, j'ai servi à quelque chose cette Ouais, semaine. c'est Parce qu'on a toujours cette frustration de ne pas faire assez, Ouais. tu vois, en tant que fondateur. Et là, ça me permet de un peu partir un week-end un peu mieux Plus en me léger. disant, OK, j'ai bien alloué mon temps. OK. T'as quoi comme autre rituel, peut-être un peu particulier ou quoi, qui t'aide à t'accompagner dans ton rôle de fondateur, de CEO? Pareil, quelque chose que tu partages aussi, je pense, je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Ah cool. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que je pense que ça rend mes équipes plus heureuses. Ouais. C'est- C'est moins présent. Non, en fait, c'est que je canalise beaucoup mieux. OK. C'est-à-dire que la qualité des feedbacks que je vais leur faire quand j'ai fait du sport le matin ou quand j'ai fait du sport le soir Ah ouais? va être beaucoup plus mitigée. Je m'en suis rendu compte. Dès que je vais pas au sport, quand on fait un peu des retreats, toi, je les bombarde, quoi. Je suis assassin. Je suis Ah assassin ouais? sur eux, quoi. Parce Bien. qu'en fait, c'est instantané, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est le premier truc où je fais beaucoup de sport. Bien. Moi, j'ai la chance, tu vois, j'ai choisi une ville où je peux débrancher très vite. Oui. Donc, pourquoi j'ai bougé à Miami? C'est que le week-end, on prend la voiture, on fait un road trip, on se retrouve aux Caraïbes, quoi, Ouais. tu vois. Donc, j'avais besoin d'un endroit où je peux débrancher mon cerveau. Donc ouais, j'avais un peu de mal à Paris à débrancher, même Ouais. s'il y avait un peu les expos ou autres. Mais ma femme m'oblige. Je suis pas encore arrivé à ça, mais on veut faire un Shabbat virtuel. Donc, nous, tu vois, on n'est OK. pas du tout Ouais. dans la religion, on n'applique pas le Shabbat. Mais en fait, on trouve de se dire, vas-y, si on coupe les ordis et les écrans le samedi, Ouais. est-ce qu'en fait, ça va pas avoir un impact positif sur notre couple et un impact positif? Donc, on essaye de se forcer à faire beaucoup de choses de déconnexion.
Et ma femme a carte blanche, tu vois, pour m'obliger à déconnecter. Donc, par exemple, quand j'étais à Paris, je devais bosser depuis la baraque le mercredi. Tu vois, Ok. c'était de se dire non, le D'accord. mercredi, tu es là, on mange ensemble, on dîne ensemble, tu vas aller faire les courses. Ouais. Tu vois, un peu me reconnecter. Ça va peut-être paraître un peu absurde, tu vois, mais elle m'oblige à faire des trucs que je pourrais skipper. Ouais. Tu vois, et il y a plein de choses, et il y a plein de thèses, on te dit automatise. Moi, je vais faire les courses, tu vois, c'est un peu Ouais. tout con, mais au moins, je passe 1 heure Ah, mais où je suis à faire c'est les clair. courses. Et donc, j'ai plein de trucs un peu absurdes comme ça que je fais, où ça m'oblige à relativiser, quoi. Ok. Donc, je m'oblige à faire un restaurant avec ma femme. Je Trop m'oblige bien. à faire une séance de sport avec ma femme. Elle fait du sport tous les jours. Moi, j'essaie d'en faire tous les 3 jours. Donc, tu vois, on a plein de routines où on se dit, OK, ça débranche. Et après, moi, je bosse beaucoup de chez moi. Je pars assez tôt du Ouais. bureau. Même quand j'étais à Paris, j'étais le premier à partir vers 18h. Je coupe au moins genre 30-45 minutes et après, je reprends très tard. Ah oui. Donc, et je pense, ouais, ça, je l'ai beaucoup fait dans la boîte. Même à Miami, je pars à 17h et je bosse depuis chez moi. Ah oui. Pas encore d'enfant. Non, Ah non, ça, je te le souhaite. Et je pense que c'est un bon canalisateur aussi d'énergie ouais, et qui te permet parfois, ils sont un peu obligés, mais qui est génial de ouais. couper, quoi, tu vois. Ben, je pense que tous les mecs qui ont investi dans ma boîte, Ouais. les BA, Ouais. ont tous des enfants. Ils m'ont tous dit qu'ils ont step up en Ouais, moi aussi. entrepreneuriat parce qu'en fait, ils ont ramené beaucoup plus de focus dans leur vie. Ouais. T'enlèves beaucoup plus de distractions Non. et tu ramènes du focus et tu Ouais. coupes tes journées. Souvent, moi, ce côté-là de partir vers 5-6 heures, c'est pas mal Ouais. d'entrepreneurs qui m'ont dit Ouais. coupe ta journée, là, tu vas pas être productif. Ouais. Bon, j'ai pas d'enfant, mais ça serait jouer avec tes Ouais, gosses et ce tout ça, serait ça. mets-les au lit et après redépile 3 heures de taf. Et j'ai vu que j'arrivais à dépiler beaucoup plus en fin de journée. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que mes techs sont aussi beaucoup plus du soir. Donc en fait, Donc ça marche bien. je jump avec eux, on arrive à débloquer des trucs. Et quand les mecs se réveillent à Paris et tout, ils ont plein de trucs qui ont Ouais. été finis, quoi. Oh, c'est cool. Pour la petite histoire, moi aussi, quand j'étais CEO de Mention, j'ai eu des jumeaux et ça m'avait fait paniquer. Et donc, j'avais appelé mes VC, Point9 et Alven, en putain, je vais avoir des jumeaux et tout, je sais pas trop comment ça va se passer. Et tous, ils avaient été hyper sympas et adorables. Et en disant, en fait, non, une fois que tu as des enfants, tu deviens beaucoup plus focus, tu utilises beaucoup mieux ton temps, tu es plus productif et tout. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Ouais, moi j'ai de la chance, tu vois, d'avoir des Ouais. investisseurs qui m'ont toujours. C'est un peu pareil, tu vois, sur le choix de Miami. Je voulais me projeter dans une ville. Je pense que ça a fait. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi tu vas pas SF? Ouais. C'est là où j'ai étudié, c'est là où j'ai vécu 2 ans pour Spendesk. Et en fait, j'ai choisi Miami parce que je me suis dit, non, là, dans les 10 prochaines années, j'ai 30 ans, je vais avoir des enfants. Je veux avoir ce setup dès le début pour se dire, pour les 10 prochaines années, j'ai la vie que je veux, tu vois, sans tout Ouais. changer, quoi. Là, on est C'est cool. setup, il y a Mobile First, on a l'idée, on a le revenu, on a le cash, on a l'équipe. C'est génial. Il y a tout encore qui est à faire aux États-Unis, mais voilà, il y a les enfants qui vont arriver Ouais, c'est cool. et on va se mettre dans un setup sur le long terme, quoi. Allez, c'est top. Peut-être une dernière question. Et plutôt que de te demander le conseil que tu donnerais à, je sais pas, à d'autres entrepreneurs qui sont dans cette fameuse phase de 0 à 1, peut-être commencer par, c'est quoi le conseil que tu entends le plus souvent et tu trouves que c'est un mauvais conseil? Ou un conseil qu'on t'a donné et en fait, tu te dis, non, c'était pas le bon. Moi, je trouve que ce qu'on lit beaucoup sur l'équilibre vie perso, vie pro, Ouais. on a beaucoup, notamment en France, on essaye de dire, mais on est les gens les plus productifs, on n'a pas besoin de bosser beaucoup ou autre. Je trouve que ça crée beaucoup de mensonges, où on permet aux gens de penser qu'on va pouvoir résoudre des problèmes complexes avec très peu de temps. Et donc, il y a beaucoup de pseudo-entrepreneurs qui pensent qu'ils peuvent débrancher le dimanche, qui pensent Ouais. qu'ils peuvent finir à 18h le soir. C'était le problème avec mon associé, tu vois, par exemple. Je trouve qu'on est en train de se mentir, de se dire qu'on peut faire des licornes ou qu'on peut faire des boîtes en hyper croissance en étant full remote et en ayant une lifetime balance. Je trouve que le discours sur le 996, donc le Ouais. fait de travailler 12 heures par jour aux États-Unis, tout le monde en rigole en France, Ouais. alors qu'en fait, ils sont en train de créer beaucoup plus de valeur que nous et eux, ils s'en foutent de nous, en fait. Ils disent pas faites ça, ils disent juste nous on le fait et ça marche. Mhm. Et les exemples sont multiples. Et je trouve qu'on a un regard très critique en France de la charge de travail, quoi. Et on commence à autour de nous juger les employés. Ils retrouvent. Moi, j'ai beaucoup d'employés qui sacrifient énormément chez moi. Mhm. Je trouve que le négatif qu'ils ont autour d'eux Ouais. est assez important. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui. C'est mal jugé qu'un employé donne sa vie pour une boîte. Mhm. Tu vois, par exemple. Et c'est pas ta boîte. C'est une connerie, tu vois. J'ai été employé pendant 7 ans et ça m'a apporté beaucoup plus que si j'avais lancé ma boîte, quoi. Et donc, je trouve que, pour le résumer en une phrase, c'est pas très structuré, mais c'est de se dire, mais honnêtement, si vous travaillez dur pendant 5-10 ans sur un sujet, vous Ouais. allez changer votre vie de manière significative, quoi. Ouais. Et j'y crois pas à ce qu'on peut faire en remote et j'y crois pas à ce qu'on peut le faire en part-time, quoi. Ah ouais.
Ça, ce sera un autre débat. Moi aussi, le full remote, je pense, quoi, c'est un avis personnel compliqué. Mais juste pour revenir là-dessus et peut-être l'exprimer aussi comme toi, je pense que, alors voilà, il y a un peu ce modèle aux États-Unis, 996. Euh, Moi, quand j'en parle avec mes associés, nos fondateurs et tout, c'est pas spécialement 996, mais c'est certain que j'ai cette conviction, après à débattre, mais que pour arriver à créer des catégories leaders, des boîtes qui vont définir le monde de demain, il y a une notion de sacrifice. Il faut à un moment sacrifier un pilier de sa vie. Et ça peut être le pilier un peu des potes, ça peut être le pilier du sport ou d'une passion, ça peut être un peu le pilier familial. Il y a quelque chose qui doit être un peu sacrifié parce que ça demande un engagement supplémentaire, quoi. Et il faut se dire, est-ce que la personne a vraiment envie de le faire? Est-ce que la personne, c'est son choix? Parce que je suis un peu comme toi, je ne crois pas qu'on peut arriver à créer des boîtes avec une énorme ambition, un énorme impact, en faisant ça comme un job lifestyle de 9 à 5. Ouais, et je pense pas que ça soit le seul carrière de réussir dans la vie, hein. Ouais. Moi, Ah je non, pas pense du tout. il y a plusieurs sports dans la vie, tu Ouais. vois. Par contre, si vous allez dans le venture capital et si vous voulez faire une boîte en hyper croissance et aller chercher des centaines de millions d'ARR, bah il y a qu'un seul pass, quoi. Et c'est Ouais. ce sport-là, et ce sport-là, il est assez intense, il est plus intense que Ouais. d'autres sports. Et aujourd'hui, il y a un phénomène, et tu passes pas mal de temps à San Francisco, hein, c'est la moyenne d'âge des fondeurs est en train de Ouais. dégringoler à une vitesse norme. Il suffit de regarder l'âge moyen Ouais. des nouveaux badges de YC. Le type de fondateurs sont beaucoup plus des immigrantes. Ouais. Ce sont des mecs qui sont arrivés seuls, où ils ont sacrifié leur vie sentimentale, ils ont sacrifié leur vie familiale, et ils sont enfermés dans un studio SF et ils vont pisser du code toute la journée, quoi. Et donc ça, c'est aussi le marché. Ouais. Je dis pas que c'est la meilleure chose, mais c'est ce qui permet aux VC, ce qui rassure énormément les investisseurs aussi. Mhm. Le sacrifice qui est prêt à faire le fondateur. Tu vois, l'exemple de moi qui est prêt à partir aux US, Mhm. et que ça soit obvious, c'était quand je leur ai pitché, c'est dire, mais de toute façon, on ouvre les bureaux, on va recruter aux Ouais. US. En fait, c'est un des sacrifices, de se dire, OK, le mec, il Ouais, est c'est prêt ça. à repartir. Exactement. En fait, ils vont juger sur quel sacrifice. Ouais. Le travail, c'est le plus facile, les choix ou autre. Ouais. Et donc, en fait, arriver à prouver que vous êtes prêt à faire des sacrifices et montrez-le de manière concrète, réelle, vous allez intéresser beaucoup d'investisseurs. À la fois en France, hein, il y a beaucoup d'investisseurs français qui sont curieux d'avoir ces profils-là, quoi. Ouais. Et malheureusement, ce qu'on a découvert, hein, c'est que faire des boîtes ambitieuses, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont levé des fonds et qui ont craché, et c'est fine. Et parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être que dans le moment de vie où est-ce qu'ils étaient, c'était pas le bon moment pour lancer une boîte dans ces exigences-là, quoi. Les exigences Ouais. sont encore plus fortes que, Sûr. tu vois, refaire un Spendesk aujourd'hui, je serais médiocre. Alors qu'on était des génies à l'époque. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, faire 50 millions d'ARR en 5 ans, c'est Mhm. plus assez. Ouais. C'est plus assez. Et c'est malheureusement la norme. Les mecs qui veulent mettre leur cash, ils veulent aller chercher des plus gros, plus vite, plus loin. C'est bien, on a des outils pour nous permettre d'aller plus vite, mais la marche est un peu plus haute et donc les sacrifices sont plus importants. Ouais. C'est cool. Jérém, merci 1000 fois. Je vois le temps qui passe déjà. Bah, écoute, merci Mais pour l'invitation. hyper cool. Je te dis à la prochaine. Ce sera pour pas le 0 à 1, mais du 1 à 100. Et la folle histoire, tout le meilleur à Miami et tout ça. Bah écoute, à très vite. C'est cool. Merci beaucoup.